Le 19 janvier 1544, au château de Fontainebleau, naît un enfant qui changera le cours de l'histoire de France. François d'Orléans, fils d'Henri II et de Catherine de Médicis, arrive au monde avec un corps frêle qui trahit déjà sa fragilité. Dès ses premiers mois, les médecins remarquent sa grosse tête disproportionnée, ses membres grêles et sa constitution rachitique. Cette faiblesse physique annonce un destin tragique pour celui qui portera un jour la couronne de France. L'enfant grandit dans l'ombre de son père, le roi Henri II, mais aussi sous l'œil attentif d'une famille qui a déjà des projets pour lui. Les Guise, cette puissante famille lorraine qui a su s'imposer à la cour, observent avec intérêt ce petit prince maladif. Ils savent que derrière cette fragilité se cache une opportunité unique de prendre le contrôle du royaume. François montre très tôt les signes d'une santé défaillante. Des abcès apparaissent régulièrement sur son corps, témoignant d'un système immunitaire déficient. Sa mère, Catherine de Médicis, multiplie les consultations avec les meilleurs médecins de l'époque, mais aucun remède ne parvient à fortifier véritablement son fils. L'enfant souffre également d'otite chronique qui le font hurler de douleur pendant des heures. Malgré sa faiblesse, François reçoit l'éducation d'un futur roi. Ses précepteurs lui enseignent le latin, l'histoire et les arts de la guerre, mais l'enfant peine à suivre les leçons. Sa concentration est souvent interrompue par les douleurs qui traversent son corps fragile. Les courtisans chuchotent déjà sur sa capacité à régner un jour sur la France. En 1547, la mort de François Ier fait d'Henri II le nouveau roi de France. François, alors âgé de 3 ans, devient officiellement dauphin. Ce titre lui confère une importance capitale dans les manœuvres politiques de la cour. Les grandes familles nobles commencent à voir en lui un pion stratégique pour leurs ambitions futures. La santé du jeune dauphin devient un enjeu politique majeur. Chaque crise, chaque fièvre, chaque nouvel abcès fait trembler la cour. Si François venait à mourir, l'ordre de succession changerait et bouleverserait les équilibres de pouvoir soigneusement construits par les différentes factions nobiliaires. Catherine de Médicis surveille son fils avec une anxiété grandissante. Elle comprend que sa propre position à la cour dépend en grande partie de la survie de cet enfant fragile. La reine consacre des heures entières à chercher des remèdes, consultant astrologues et guérisseurs, espérant trouver la solution qui sauvera son fils et, par extension, son propre avenir politique. Les Guise, pendant ce temps, tissent patiemment leur toile autour du jeune dauphin. François de Guise, le chef de cette illustre famille, comprend que l'influence exercée sur cet enfant malade pourrait lui ouvrir les portes du pouvoir suprême. Il commence à placer ses hommes de confiance dans l'entourage du dauphin, créant un réseau d'influence qui se révélera crucial dans les années à venir. L'année 1548 marque un tournant décisif dans la vie de François. Les négociations pour son mariage avec Marie Stuart, la jeune reine d'Écosse, s'accélèrent. Cette union n'a rien d'un conte de fées romantique, c'est un calcul politique minutieux orchestré par Henri II et ses conseillers. L'objectif est clair, unir la France et l'Écosse contre leur ennemi commun, l'Angleterre. Marie Stuart arrive en France à l'âge de 5 ans, accompagnée d'une suite écossaise qui impressionne la cour. Mais derrière cette pompe se cache une réalité plus sombre. La petite reine d'Écosse est accompagnée de ses oncles maternels, François de Guise et Charles de Guise, cardinal de Lorraine. Ces hommes ambitieux voient dans ce mariage l'opportunité de leur vie. Les Guise comprennent immédiatement le potentiel de cette situation. En mariant leur nièce au futur roi de France, ils s'assurent une influence directe sur le trône. Leur plan est d'une simplicité redoutable, utiliser les liens familiaux pour contrôler le pouvoir royal. François, déjà fragile physiquement, devient également vulnérable politiquement. La cohabitation entre les deux enfants se déroule sous la surveillance constante des Guise. Ils s'assurent que Marie développe une influence positive sur François, créant entre eux une complicité qui servira leurs intérêts futurs. Le jeune dauphin, privé d'une enfance normale par sa condition royale et sa santé défaillante, trouve en Marie une compagne qui apporte un peu de douceur à son existence difficile. Les années passent et François grandit tant bien que mal. Ses problèmes de santé persistent et s'aggravent même. Les otites deviennent plus fréquentes et plus douloureuses. Les médecins tentent diverses interventions, mais rien ne semble pouvoir guérir définitivement le jeune prince. Ses souffrances physiques constantes affaiblissent sa volonté et le rendent encore plus manipulable. En 1558,
François et Marie Stuart célèbrent officiellement leur mariage. La cérémonie, fastueuse, masque la réalité d'une union entre un adolescent maladif de 14 ans et une jeune fille de 15 ans, tous deux pions dans un jeu politique qui les dépasse. Les Guise jubilent. Leur nièce est désormais dauphine de France et leur influence sur le futur roi n'a jamais été aussi forte. Le mariage révèle rapidement les problèmes de santé de François. Sa constitution fragile l'empêche de consommer le mariage normalement, ce qui inquiète la cour. Un roi qui ne peut donner d'héritier représente un danger pour la stabilité du royaume. Catherine de Médicis observe avec angoisse son fils, comprenant que chaque jour qui passe sans descendance fragilise la dynastie. Les Guise profitent de cette période d'incertitude pour renforcer leur emprise sur François. Ils se présentent comme ses protecteurs, ses guides dans un monde politique complexe qu'il ne comprend pas entièrement. Le jeune homme, isolé par sa maladie et son rang, se repose de plus en plus sur ses oncles par alliance qui semblent si dévoués à son bien-être. Le 30 juin 1559, tout bascule. Henri II participe à un tournoi organisé pour célébrer les mariages de sa fille Élisabeth avec Philippe II d'Espagne et de sa sœur Marguerite avec le duc de Savoie. Ce qui devait être une fête joyeuse se transforme en tragédie nationale. Lors d'une joute contre Gabriel de Montgomery, capitaine de sa garde écossaise, un éclat de lance transperce la visière du roi et pénètre dans son œil. Henri II agonise pendant 10 jours dans d'atroces souffrances. Les meilleurs chirurgiens du royaume, dont le célèbre Ambroise Paré, tentent l'impossible pour sauver le roi. Ils font même venir des condamnés à mort pour expérimenter sur eux les techniques qui pourraient sauver Henri II, mais rien n'y fait. Le roi meurt le 10 juillet 1559, laissant le trône à son fils François, alors âgé de 15 ans. L'accession de François II au trône marque le début de la véritable manipulation exercée par les Guise. Le jeune roi, traumatisé par la mort brutale de son père et accablé par le poids soudain de la couronne, se révèle incapable de gouverner seul. Sa santé fragile, ses douleurs constantes et son inexpérience politique en font une proie facile pour ses beaux oncles ambitieux. Catherine de Médicis, bouleversée par la perte de son époux, commet l'erreur de sa vie. Lorsque François II demande à ses secrétaires d'État de s'adresser à sa mère pour les affaires du royaume, celle-ci, accablée par le chagrin, les redirige vers les Guise. Cette décision, prise dans un moment de faiblesse, offre aux Lorrains l'opportunité qu'ils attendaient depuis des années. François de Guise et son frère Charles, cardinal de Lorraine, s'empressent de saisir cette chance inespérée. Ils se présentent au jeune roi comme les seuls capables de l'aider à porter le fardeau du pouvoir. François II, désorienté et souffrant, accepte avec soulagement cette aide qui lui semble providentielle. Il ne mesure pas qu'en réalité, il vient de remettre les clés du royaume entre les mains de ses manipulateurs. Les premiers mois du règne de François II révèlent l'ampleur de la prise de contrôle opérée par les Guise. Toutes les décisions importantes passent par eux. Le jeune roi signe les documents qu'on lui présente sans toujours en comprendre la portée. Sa maladie s'aggrave, ses otites deviennent plus fréquentes et plus douloureuses, ce qui rend sa concentration de plus en plus difficile. Les courtisans observent avec inquiétude cette confiscation du pouvoir royal. Beaucoup comprennent que François II n'est plus qu'une marionnette entre les mains des Guise. Mais personne n'ose s'opposer ouvertement à cette famille puissante qui a désormais la mainmise sur toutes les institutions du royaume. Avec François II sur le trône, les Guise mettent en place un système de gouvernement qui leur assure un contrôle total sur le royaume. François de Guise prend officieusement le rôle de Premier ministre, tandis que son frère Charles, cardinal de Lorraine, s'occupe des finances et de la politique religieuse. Cette répartition des tâches leur permet de gouverner la France en utilisant le nom et l'autorité royale de leur neveu par alliance. Le jeune roi, de plus en plus malade, passe de longues heures alité, incapable de participer activement aux affaires de l'État. Les Guise en profitent pour prendre des décisions cruciales sans le consulter véritablement. Ils lui présentent les documents à signer lors de ses rares moments de lucidité, profitant de sa faiblesse et de sa confiance pour obtenir son accord sur des mesures qu'il ne comprend pas toujours pleinement. Cette manipulation prend plusieurs formes subtiles. Les Guise s'arrangent pour que François soit entouré uniquement de personnes qui leur sont fidèles. Ses serviteurs, ses gardes, ses médecins, tous sont choisis par eux ou leur doivent leur position. Le roi se retrouve isolé dans une bulle contrôlée par ses beaux oncles, coupé de toute information qui ne passe pas par leur filtre.
La santé déclinante de François II facilite grandement leur tâche. Ces otites chroniques provoquent des douleurs si intenses qu'elles l'empêchent souvent de réfléchir clairement. Les Guises exploitent ces moments de souffrance pour lui faire signer des ordonnances qu'ils ont préparées. Le roi, désireux d'abréger ces séances douloureuses, approuve sans discuter ce qu'on lui présente. Marie Stuart, l'épouse de François, devient également un instrument dans les mains de ses oncles. Bien qu'elle ressente de l'affection sincère pour son mari, elle reste fidèle à sa famille et soutient les décisions des Guises. Sa présence auprès du roi renforce l'influence de ses oncles, car François fait confiance à sa femme et suit souvent ses conseils, sans réaliser qu'elle répète les arguments que lui ont soufflés les Guises. L'isolement de Catherine de Médicis contribue également au succès de cette manipulation. La reine-mère, écartée du pouvoir par sa propre décision lors des premiers jours du règne, observe impuissante la mainmise des Guises sur son fils. Elle tente à plusieurs reprises de reprendre de l'influence, mais se heurte au mur que les Lorrains ont construit autour du roi. Les finances du royaume passent entièrement sous le contrôle du cardinal de Lorraine. Il utilise cette position pour enrichir sa famille et récompenser ses fidèles, tout en présentant ses dépenses au roi comme nécessaires au bon fonctionnement de l'État. François, qui n'a jamais eu de formation approfondie en matière financière, fait confiance aux explications de son beau-oncle sans questionner la réalité de ses besoins. La politique étrangère devient également l'instrument des ambitions personnelles des Guises. Ils utilisent l'autorité royale pour mener des négociations qui servent leurs intérêts familiaux autant que ceux de la France. Leurs origines lorraines et leurs liens avec diverses cours européennes leur permettent de jouer un jeu diplomatique complexe, toujours en présentant leurs décisions comme guidées par l'intérêt supérieur du royaume. Le règne de François II coïncide avec une période d'intense fermentation religieuse en France. La réforme protestante a gagné de nombreux adeptes parmi la noblesse et la bourgeoisie, créant des tensions croissantes avec l'Église catholique traditionnelle. Les Guises, fervents catholiques, voient dans cette situation l'occasion de renforcer leur pouvoir en se présentant comme les défenseurs de la vraie foi. Ils convainquent François II que les protestants représentent une menace directe pour son trône. Le jeune roi, influencé par leurs arguments et affaibli par sa maladie, adopte une politique de répression contre les Huguenots. Cette décision, présentée comme une nécessité politique, sert en réalité les intérêts des Guises, qui peuvent ainsi éliminer certains de leurs opposants en les accusant d'hérésie. La répression s'intensifie rapidement. Les Guises organisent des arrestations massives de protestants, confisquent leurs biens et multiplient les exécutions. François II, confiné dans ses appartements par la douleur de ses otites chroniques, n'assiste pas directement à ces violences, mais signe les ordres qui les autorisent. Sa signature royale légitime des actions qu'il ne comprend pas toujours pleinement. Cette politique de répression génère une opposition croissante parmi la noblesse française. De nombreux grands seigneurs, qu'ils soient protestants ou simplement opposés à l'hégémonie des Guises, commencent à organiser une résistance. Ils voient dans la confiscation du pouvoir royal par les Lorrains une menace pour l'équilibre traditionnel du royaume. Louis de Bourbon, prince de Condé, et Gaspard de Coligny, amiral de France, prennent la tête de cette opposition. Ils dénoncent ouvertement la mainmise des Guises sur le jeune roi et réclament un retour à un gouvernement plus équilibré. Leurs critiques trouvent un écho favorable parmi de nombreux nobles qui supportent mal de voir des étrangers lorrains diriger la France. Les Guises réagissent à cette opposition en durcissant encore leur contrôle sur François II. Ils l'entourent d'une garde rapprochée entièrement dévouée à leur cause et limitent ses contacts avec l'extérieur. Le roi se retrouve encore plus isolé, ne recevant d'informations que celles que ses beaux-oncles jugent bon de lui transmettre. La santé de François continue de se dégrader, ce qui facilite la tâche de ses manipulateurs. Ses crises d'otite deviennent plus fréquentes et plus violentes, le laissant souvent prostré pendant des jours entiers. Les médecins, choisis par les Guises, se montrent incapables d'apporter un soulagement durable, renforçant la dépendance du roi envers ses beaux-oncles qui restent ses seuls soutiens constants. Cette période voit également naître les premiers complots visant à arracher François II à l'influence des Guises. Des nobles protestants et catholiques mécontents commencent à envisager des actions directes pour libérer le roi de cette tutelle qui déshonore la couronne française. Ces projets, encore embryonnaires, annoncent les troubles qui vont bientôt secouer le royaume. En mars 1560,
la tension politique atteint son paroxysme avec la conjuration d'Amboise. Ce complot, orchestré par des nobles protestants dirigés par Godefroy de Barry, sieur de la Renaudie, vise à enlever François II à l'influence des Guises et à restaurer un gouvernement plus équilibré. Les conjurés prévoient de s'emparer du roi lors de son séjour au château d'Amboise et d'arrêter les frères Guise pour haute trahison. Le plan est ambitieux mais manque de coordination. La Renaudie et ses complices comptent sur l'effet de surprise et sur le soutien de la population locale, lassée des excès de la répression religieuse. Ils espèrent également que François II, une fois libéré de l'emprise de ses beaux-oncles, acceptera volontiers de gouverner avec un conseil plus représentatif de la noblesse française. Malheureusement pour les conjurés, les Guises ont été prévenus du complot. Leur réseau d'espions, soigneusement entretenu depuis leur arrivée au pouvoir, leur permettent d'avoir connaissance des préparatifs de leurs ennemis. Cette information leur donne l'avantage décisif dont ils ont besoin pour retourner la situation à leur profit. François de Guise organise immédiatement la défense du château d'Amboise. Il fait venir des renforts militaires et transforme la résidence royale en forteresse. Parallèlement, il convainc François II que sa vie est en danger et que seule la vigilance des Guises peut le protéger de ces traîtres qui veulent attenter à sa personne sacrée. Le jeune roi, terrorisé par ces révélations et affaibli par ses souffrances constantes, fait entièrement confiance à ses beaux-oncles. Il autorise toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour assurer sa sécurité, sans réaliser qu'il renforce ainsi leur emprise sur lui. Sa peur devient un instrument supplémentaire de manipulation entre les mains des Guises. L'attaque des conjurés, le 17 mars 1560, tourne au désastre. Prévenus et préparés, les hommes des Guises massacrent les assaillants sans pitié. La Renaudie lui-même trouve la mort dans les combats, privant le mouvement de son chef le plus déterminé. Les survivants sont capturés et subiront bientôt un sort terrible. François II assiste aux interrogatoires des prisonniers depuis une fenêtre du château, sous la protection de ses gardes. Le spectacle de ces hommes torturés et humiliés le bouleverse, mais les Guises lui expliquent que cette sévérité est nécessaire pour préserver l'autorité royale. Le jeune roi, impressionnable et malade, accepte ces justifications sans les questionner. La répression qui suit la conjuration d'Amboise dépasse en cruauté tout ce que le royaume a connu jusque-là. Les Guises organisent des exécutions publiques spectaculaires, faisant pendre les conjurés au balcon du château pour que François II et toute la cour puissent les voir. Ces démonstrations de force visent autant à terroriser les opposants futurs qu'à montrer au roi la nécessité de leur protection. Plus de 1000 personnes sont arrêtées dans les semaines qui suivent, accusées de complicité avec les conjurés. Les prisons du royaume se remplissent de nobles, de bourgeois et de simples artisans soupçonnés de sympathie protestante. Cette répression aveugle génère une peur généralisée qui profite aux Guises en décourageant toute opposition future. François II, témoin de cette violence, sombre dans une mélancolie profonde. Ses crises d'otite s'aggravent encore, comme si son corps exprimait le traumatisme psychologique qu'il vient de subir. Les médecins notent une détérioration rapide de son état général, mais les Guises maintiennent leur contrôle sur ses soins et continuent de filtrer toutes les informations qui lui parviennent. Après la conjuration d'Amboise, la santé de François II entre dans une phase de dégradation accélérée. Ses otites chroniques évoluent vers des complications plus graves, provoquant des douleurs d'une intensité inouïe qui le laissent parfois inconscient pendant des heures. Les médecins de la cour, choisis et contrôlés par les Guises, peinent à établir un diagnostic précis et leur traitement se révèle inefficace. Les crises se multiplient et s'intensifient. François souffre de violents maux de tête qui l'empêchent de se concentrer sur les affaires du royaume. Ses oreilles suppurent en permanence, dégageant une odeur infecte qui oblige son entourage à se tenir à distance. Le jeune roi se retrouve encore plus isolé, ne pouvant supporter la présence prolongée de quiconque, à l'exception de Marie Stuart et des Guises. Cette aggravation arrange parfaitement les affaires des frères Lorrain. Plus François est malade, moins il peut s'impliquer personnellement dans le gouvernement, et plus leur contrôle sur le royaume se renforce. Ils organisent soigneusement les audiences royales, choisissant les moments où le roi souffre le moins pour lui faire signer les documents importants, profitant de sa faiblesse pour obtenir son accord sur des mesures qu'il n'aurait peut-être pas approuvées en pleine possession de ses moyens.
Les médecins tentent diverses interventions, mais leurs connaissances limitées les empêchent de comprendre la véritable nature du mal qui ronge le roi. Ils prescrivent des saignées qui affaiblissent encore davantage François, appliquent des cataplasmes qui ne soulagent en rien ses douleurs et administrent des potions aux effets incertains. Cette médecine archaïque aggrave plus qu'elle ne guérit. Marie Stuart observe avec angoisse la détérioration de son époux. Bien qu'elle reste fidèle aux intérêts de ses oncles Guise, elle ressent une affection sincère pour François et souffre de le voir dans un état si pitoyable. Elle passe de longues heures à son chevet, tentant de lui apporter un peu de réconfort dans ses moments de lucidité. Catherine de Médicis, tenue à l'écart du pouvoir mais toujours mère inquiète, fait venir secrètement d'autres médecins pour examiner son fils. Ces consultations clandestines révèlent la gravité de l'état royal, mais les Guises veillent à ce qu'aucun traitement efficace ne puisse être entrepris sans leur accord. Ils maintiennent leur mainmise sur la santé du roi comme sur tous les autres aspects de sa vie. L'état de François empire particulièrement durant l'automne 1560. Ses otites évoluent probablement vers une mastoïdite, infection de l'os temporal qui peut s'étendre vers le cerveau. Les douleurs deviennent insoutenables, provoquant des crises de délire durant lesquelles le roi hurle et divague. Ces moments de démence temporaire effrayent la cour, mais permettent aux Guises de justifier leur tutelle comme une nécessité médicale. Le célèbre chirurgien Ambroise Paré est finalement appelé au chevet du roi. Après examen, il recommande une intervention chirurgicale audacieuse, la trépanation, qui consisterait à percer le crâne pour soulager la pression exercée sur le cerveau par l'infection. Cette opération, révolutionnaire pour l'époque, pourrait sauver François II. Mais Catherine de Médicis s'oppose catégoriquement à cette intervention. Elle déclare que seul Dieu a le droit de regarder dans la tête d'un roi, refusant ainsi la seule chance de guérison de son fils. Cette décision, motivée par des considérations religieuses, condamne François II à une mort certaine. Les Guises ne s'opposent pas à ce refus, car ils savent qu'un roi mourant leur assure un contrôle total jusqu'au bout. Les derniers mois de la vie de François II se déroulent dans une atmosphère de plus en plus oppressante. Le jeune roi, rongé par la maladie, passe la majorité de son temps alité dans ses appartements du château d'Orléans. Ses otites ont dégénéré en un abcès cérébral qui provoque des douleurs atroces et des troubles de la conscience de plus en plus fréquents. Les Guises profitent de cette situation désespérée pour consolider définitivement leur pouvoir. Ils gouvernent désormais la France au nom d'un roi fantôme, prenant toutes les décisions importantes sans même consulter François. Quand ils ont absolument besoin de son autorisation pour certains actes officiels, ils attendent ces rares moments de lucidité pour lui présenter les documents à signer. La cour d'Orléans devient le théâtre d'un spectacle pathétique. Les courtisans voient de leur roi dépérir jour après jour, mais n'osent exprimer ouvertement leurs inquiétudes. Les Guises ont créé une atmosphère de terreur qui décourage toute opposition. Ceux qui osent critiquer leur gouvernement disparaissent mystérieusement ou sont arrêtés sous des prétextes fallacieux. Marie Stuart assiste impuissante à l'agonie de son époux. Bien qu'elle continue de soutenir sa famille, elle souffre sincèrement de voir François dans un tel état. Ses visites au chevet du roi se font plus rares, car elle supporte difficilement le spectacle de sa déchéance physique. Cette distance émotionnelle facilite encore le travail de manipulation des Guises. Catherine de Médicis tente une dernière fois de reprendre le contrôle de la situation. Elle propose de faire venir des médecins étrangers, réputés plus avancés dans le traitement des maladies de l'oreille. Mais les Guises s'opposent à cette initiative, arguant que la sécurité du roi ne permet pas l'introduction d'étrangers dans son entourage immédiat. Les crises de François deviennent de plus en plus violentes. Il hurle de douleur pendant des heures, se débat contre des ennemis imaginaires et délire sur des complots inexistants. Ces manifestations de souffrance extrême bouleversent tous ceux qui en sont témoins, mais les Guises les présentent comme les signes d'une maladie envoyée par Dieu pour punir les ennemis de la vraie foi. L'infection progresse inexorablement vers le cerveau du jeune roi. Les médecins observent l'apparition de nouveaux symptômes, convulsions, paralysie temporaire, troubles de l'élocution. François II n'est plus qu'une ombre de lui-même, un roi en titre privé de toute capacité à exercer son autorité. Durant ces dernières semaines, François n'a plus conscience de ce qui se passe autour de lui.
il sombre dans un coma ponctué de brefs réveils, durant lesquels il ne reconnaît plus personne. Les Guises continuent pourtant de prendre des décisions en son nom, utilisant un roi mourant pour légitimer leur autorité usurpée. Les derniers actes officiels signés par François II sont probablement dus à une manipulation pure et simple. Les Guises guident sa main affaiblie pour apposer une signature illisible sur des documents qu'il ne peut plus lire ni comprendre. Cette mascarade macabre illustre parfaitement l'exploitation dont le jeune roi a été victime tout au long de son règne. Le 5 décembre 1560, François II s'éteint à l'hôtel Grosselot d'Orléans, âgé de seulement 16 ans et 10 mois. Sa mort met fin à 17 mois d'un règne qui aura été entièrement dominé par la manipulation exercée par les Guises. Le jeune roi n'aura jamais eu l'occasion de gouverner réellement la France, servant de caution royale aux ambitions d'une famille étrangère. L'autopsie révèle l'ampleur des ravages causés par la maladie. L'abcès cérébral a détruit une grande partie du cerveau du roi, expliquant ses souffrances atroces et ses troubles de la conscience. Cette découverte confirme que François était condamné depuis plusieurs mois, mais que les Guises ont préféré maintenir leur pouvoir plutôt que de permettre des soins efficaces. La mort de François II bouleverse immédiatement les équilibres politiques du royaume. Son frère Charles, âgé de seulement 10 ans, lui succède sous le nom de Charles IX. Cette minorité royale change complètement la donne. Catherine de Médicis peut enfin reprendre le pouvoir en tant que régente, écartant définitivement les Guises du gouvernement. Marie Stuart se retrouve veuve à 18 ans, perdant du même coup son statut de reine de France. Sa position devient précaire, d'autant que son mariage n'a donné aucun héritier. Les Guises tentent de maintenir leur influence en proposant un nouveau mariage pour leur nièce, mais Catherine de Médicis s'oppose fermement à leur manœuvre. La jeune veuve n'a plus d'autre choix que de retourner en Écosse, abandonnant définitivement ses rêves de grandeur française. L'annonce de la mort royale provoque des réactions contrastées dans le royaume. Beaucoup de nobles se réjouissent secrètement de la fin de la domination des Guises, espérant un retour à un gouvernement plus équilibré. Les protestants voient dans cette disparition l'espoir d'une politique moins répressive. Seuls les partisans les plus fanatiques des Lorrains pleurent sincèrement la perte de leur protecteur. Catherine de Médicis saisit immédiatement l'opportunité qui s'offre à elle. Forte de son statut de régente, elle convoque les États généraux d'Orléans dès décembre 1560. Cette assemblée doit réorganiser le royaume et mettre fin au désordre provoqué par la politique des Guises. La reine-mère entend gouverner différemment, en s'appuyant sur un équilibre entre les différentes factions nobiliaires. François de Guise et le cardinal de Lorraine tentent de résister à leur éviction. Ils arguent de leur expérience du gouvernement et de leur fidélité à la couronne, mais leurs arguments ne convainquent plus personne. Leur manipulation du défunt roi a créé trop de ressentiment pour qu'ils puissent espérer maintenir leur position. Catherine les écarte impitoyablement des postes clés. L'héritage du règne de François II s'avère désastreux pour la France. 17 mois de politique sectaire ont exacerbé les tensions religieuses, ruiné les finances royales et décrédibilisé l'autorité monarchique. Les guerres de religion qui vont bientôt déchirer le royaume trouvent leurs racines dans cette période de domination des Guises et de manipulation royale. La personnalité de François II fascine et interroge les historiens. Ce jeune homme fragile, manipulé dès son plus jeune âge, n'a jamais eu la possibilité de développer sa propre vision du gouvernement. Sa maladie l'a rendu vulnérable aux influences extérieures, mais sa faiblesse de caractère a également facilité la tâche de ses manipulateurs. On peut se demander ce qu'il aurait pu accomplir avec une meilleure santé et des conseillers plus scrupuleux. Les Guises payent cher leur période de domination. François de Guise sera assassiné en 1563 par un protestant fanatique, Jean de Poltrot de Méré. Le cardinal de Lorraine voit son influence décliner inexorablement et finira par mourir dans l'oubli relatif. Leur famille, qui avait cru pouvoir s'emparer durablement du pouvoir français, retourne à son statut de grande famille provinciale. Marie Stuart connaîtra un destin tragique en Écosse. Incapable de s'adapter à un pays qu'elle connaît mal après son long séjour français, elle multipliera les erreurs politiques. Son règne écossais sera marqué par les scandales, les révoltes et finalement son abdication forcée. Elle finira décapitée en Angleterre sur ordre d'Élisabeth Ier, payant de sa vie ses ambitions démesurées.
Le règne de François II offre un exemple parfait de manipulation politique exercée sur un souverain vulnérable. Les Guises ont su exploiter méthodiquement toutes les faiblesses du jeune roi pour s'emparer du pouvoir royal. Leur stratégie s'est appuyée sur plusieurs éléments clés qui méritent d'être analysés pour comprendre les mécanismes de cette prise de contrôle. La maladie de François II constitue le facteur déterminant de sa manipulation. Ses otites chroniques et les douleurs qu'elle provoque l'empêchent de se concentrer sur les affaires du royaume. Cette faiblesse physique devient une vulnérabilité politique que les Guises exploitent sans scrupule. Ils organisent les audiences royales en fonction des crises de leur neveu, obtenant son accord sur des décisions importantes pendant ces moments de souffrance maximale. L'isolement du roi représente le deuxième pilier de la stratégie des Guises. En contrôlant son entourage, en choisissant ses serviteurs et ses médecins, il crée autour de François une bulle informationnelle qu'il maîtrise totalement. Le jeune roi ne reçoit que les nouvelles que ses beaux-oncles jugent bon de lui transmettre, ce qui fausse complètement sa perception de la réalité politique du royaume. La jeunesse et l'inexpérience de François facilitent grandement le travail de ses manipulateurs. Élevé dans l'idée qu'il doit faire confiance à sa famille, habitué à obéir aux adultes qui l'entourent, il ne développe jamais l'esprit critique nécessaire à l'exercice du pouvoir royal. Les Guises exploitent cette naïveté naturelle pour lui faire accepter leurs décisions comme étant dans l'intérêt du royaume. L'utilisation de Marie Stuart comme intermédiaire constitue un aspect particulièrement subtil de cette manipulation. La jeune reine, sincèrement attachée à son époux, mais fidèle à sa famille, transmet inconsciemment les arguments de ses oncles. François fait davantage confiance aux conseils de sa femme qu'aux avis directs des Guises, ce qui rend leur influence plus efficace et moins visible. La création d'un climat de peur permet aux Guises de justifier leur contrôle total sur le roi. En présentant les protestants comme une menace mortelle pour François, en exagérant les dangers de complots réels ou imaginaires, ils convainquent le jeune souverain qu'il ne peut survivre sans leur protection. Cette stratégie de la tension permanente empêche François de remettre en question leur autorité. L'exploitation de la culpabilité religieuse représente un autre levier utilisé par les Lorrains. En présentant la répression des protestants comme un devoir sacré du roi très chrétien, ils donnent une justification morale aux décisions politiques qu'ils lui font prendre. François, élevé dans la foi catholique, accepte ces arguments sans comprendre qu'ils servent avant tout les intérêts personnels des Guises. La manipulation financière complète ce dispositif de contrôle. En gérant les finances royales, le cardinal de Lorraine peut récompenser les fidèles des Guises et punir leurs opposants. Cette mainmise économique renforce leur pouvoir politique en créant un réseau d'obligés qui leur doivent leur fortune. Cette analyse révèle que la manipulation de François II n'est pas le résultat d'un hasard ou d'une opportunité saisie au vol. Elle résulte d'une stratégie cohérente et planifiée, mise en œuvre avec patience et détermination par des hommes politiques expérimentés face à un adolescent malade et isolé. Le règne de François II offre des enseignements durables sur les dangers que représente la concentration du pouvoir entre les mains d'un souverain affaibli. Cette période historique illustre comment des conseillers ambitieux peuvent détourner l'autorité royale à leur profit, transformant un royaume en instrument de leurs ambitions personnelles. La première leçon concerne l'importance de la santé physique et mentale des dirigeants politiques. La maladie de François II ne constitue pas seulement un drame personnel, elle devient un facteur déstabilisateur pour tout le royaume. Ces souffrances l'empêchent d'exercer pleinement ses prérogatives royales, créant un vide du pouvoir que d'autres s'empressent de combler. L'entourage du dirigeant joue un rôle crucial dans l'exercice du pouvoir. Le cas de François II montre comment le contrôle de cet entourage peut permettre à des personnes mal intentionnées de manipuler les décisions politiques. En choisissant les serviteurs, les conseillers et même les médecins du roi, les Guises créent un environnement favorable à leurs manœuvres. Cette histoire démontre également les dangers de l'accession trop précoce au pouvoir suprême. François II devient roi à 15 ans, dans un contexte politique et religieux particulièrement complexe. Son inexpérience et sa formation incomplète le rendent vulnérable aux influences extérieures. Un système de régence ou de conseil de tutelle aurait peut-être permis d'éviter cette confiscation du pouvoir. L'importance de l'information apparaît clairement dans cette affaire.
En contrôlant les sources d'information du roi, les Guises faussent sa compréhension de la situation politique. François prend des décisions sur la base de données incomplètes ou erronées, ce qui aboutit à des politiques contraires à l'intérêt du royaume. La manipulation s'appuie également sur l'exploitation des sentiments personnels du dirigeant. L'affection de François pour Marie Stuart, sa confiance envers sa famille par alliance, sa peur des complots, tous ces sentiments légitimes deviennent des instruments de contrôle entre les mains des Guises. Cette période révèle aussi l'inefficacité des contre-pouvoirs traditionnels face à une manipulation bien organisée. Ni Catherine de Médicis, ni les grands nobles, ni même les institutions du royaume ne parviennent à contrecarrer efficacement l'emprise des Guises sur François II. Cette impuissance collective souligne la nécessité de mécanismes de protection plus robustes. Les conséquences de cette manipulation dépassent largement la personne du roi. La politique sectaire menée au nom de François II exacerbe les tensions religieuses et prépare les guerres civiles qui vont ravager la France. Ainsi, la faiblesse d'un individu peut entraîner des catastrophes collectives durables. L'histoire de François II illustre parfaitement comment des ambitions personnelles peuvent se dissimuler derrière des justifications apparemment nobles. Les Guises présentent toujours leurs actions comme motivées par la défense de la foi catholique ou la protection du roi, masquant ainsi leurs véritables objectifs de pouvoir et d'enrichissement. La mort prématurée de François II met fin à l'une des pages les plus sombres de l'histoire de la monarchie française. Ce jeune roi, qui n'aura régné que 17 mois, laisse derrière lui l'image d'un souverain fantoche, manipulé par des hommes sans scrupules qui ont utilisé sa faiblesse pour servir leurs ambitions personnelles. Le destin tragique de François II résonne encore aujourd'hui comme un avertissement sur les dangers que représentent les dirigeants vulnérables. Sa maladie, son isolement et son inexpérience ont créé les conditions parfaites pour permettre à des manipulateurs habiles de s'emparer du pouvoir royal. Cette confiscation de l'autorité légitime aura des conséquences dramatiques pour tout le royaume. Les Guises ont cru pouvoir transformer momentanément leur influence en domination durable sur la France. Leur stratégie, remarquablement efficace à court terme, s'est révélée catastrophique à long terme. En exacerbant les tensions religieuses et en gouvernant de manière sectaire, ils ont préparé les guerres civiles qui vont bientôt déchirer le pays. Leur manipulation d'un roi malade aboutit finalement à leur propre perte. L'histoire de François II nous rappelle que la légitimité politique ne suffit pas toujours à garantir l'exercice effectif du pouvoir. Un roi peut porter la couronne sans gouverner réellement, si des circonstances exceptionnelles permettent à d'autres de parler et d'agir en son nom. Cette usurpation déguisée représente l'une des formes les plus pernicieuses de coup d'État. Le règne de François II illustre également l'importance cruciale de la santé des dirigeants dans les régimes personnalisés. La maladie du roi ne constitue pas seulement un drame individuel, elle devient un facteur de déstabilisation politique majeure. Les souffrances physiques du jeune souverain ont des répercussions directes sur la gouvernance du royaume et le bien-être de ses sujets. Cette période historique souligne enfin la responsabilité particulière qui pèse sur l'entourage des dirigeants affaiblis. Plutôt que de protéger François II et de l'aider à surmonter ses difficultés, les Guises ont choisi d'exploiter sa vulnérabilité. Cette trahison de la confiance royale constitue l'aspect le plus condamnable de leur action politique. La postérité a retenu de François II l'image d'un roi martyr, victime de sa faiblesse physique et de l'ambition de ses proches. Son règne éphémère mais dramatique rappelle que l'histoire peut basculer quand des hommes sans scrupules parviennent à manipuler ceux qui détiennent l'autorité suprême. Cette leçon conserve toute sa pertinence dans notre monde contemporain. Ainsi s'achève l'histoire du roi enfant manipulé par les Guises. François II n'aura jamais eu l'occasion de montrer ses véritables capacités de gouvernant. Sa mort précoce prive la France d'un souverain qui aurait peut-être pu, avec une meilleure santé et des conseillers plus loyaux, éviter les catastrophes qui vont bientôt s'abattre sur le royaume. Son règne reste le symbole des dangers qui menacent un pouvoir exercé par des dirigeants vulnérables, livrés aux ambitions de manipulateurs sans scrupules.